Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer un épisode justement sur Karl Anthony Towns. Durant l'été et notamment en septembre, on vous avait offert un double podcast sur le transfert de Kat Onyx. Eh bien, on voulait assurer un fil conducteur et vous donner notre avis aussi sur son ajout concret Onyx et sur les premiers matchs et sur ce qu'on a pu en voir. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QBasket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors, c'était le mouvement principal de la fin d'été et notamment de septembre, l'arrivée de Karl Anthony Towns Onyx. Et après 13 matchs, on voulait vous proposer un petit point sur notre ressenti en fait avec l'arrivée de Kat Onyx et puis sur ce que ça donne. Et forcément, quand on parle d'Enix, vous savez, au sein de la rédaction, on a des habitués d'Enix. Et le premier, vous l'entendez quasiment à tous les podcasts, c'est Ben. Salut Ben, ça va ? Salut Benji, salut tout le monde et salut mon compère new-yorkais FD qui est là aujourd'hui. Effectivement, puisque vous avez aussi FD pour vous accompagner sur Unix. Salut FD, ça va ? Salut à tous les deux, salut à tous, très content d'être ici. Je suis un petit peu déçu, je pensais qu'on allait parler de Ariel Houkporti, pas comme Dadier et autres joueurs un peu obscurs, hipster compatibles d'Enix, mais très content de revenir sur le trade de Kat avec vous. Et ouais, parce que c'est vrai que comme vous vous êtes déplumé sur vos derniers trades, sur votre profondeur, forcément il y a des joueurs hipsters qui apparaissent. Mais n'en reste que le principal ajout, celui qui devait un peu restructurer l'équipe, c'était Karl Anthony Towns. Et donc le but c'est de pouvoir en parler, aujourd'hui. Ben, toi qui es toujours enthousiaste pour parler d'une équipe, est-ce que c'est encore un peu plus quand c'est pour parler d'Enix ? Ouais, bah oui, forcément, on est là, c'est peut-être c'est même sûr, c'est la seule équipe où je vois au moins 75% des matchs. Donc on va dire que s'il y a une équipe sur laquelle mon avis n'est pas trop frauduleux, normalement c'est celle-là. Et puis c'est toujours plus plaisant de parler des joueurs et de l'équipe qu'on aime. Il y a bien une mention des Lakers à chaque podcast, c'est pas pour rien, quoi. Alors... Putain, et c'est parti. Alors, effectivement, bon, ce qu'on voulait vous proposer pour structurer un peu le podcast, on va parler dans le détail de Karl Anthony Towns. On va juste vous faire une petite introduction sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins jusqu'à présent chez Enix d'un point de vue collectif. Et puis après, on reprendra le format dont vous avez l'habitude lors des playoffs où on a un peu un ping-pong qui se joue entre nos deux consultants, s'il faut les appeler comme ça, entre nos deux experts sur des points qu'ils ont notés autour de Karl Anthony Towns. Peut-être que Ben, peut-être que FD, tiens, on va donner l'honneur à FD. FD, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu ressens, toi, autour de CNX, ce qui fonctionne moins depuis le début de saison ? Déjà, la première chose à dire, c'est que le bilan, actuellement, quand on tourne, ils sont à 7 victoires, 6 défaites. Il faut le prendre, selon moi, avec beaucoup de pincettes, hein. C'est un bilan où, si on regarde un peu ça de loin, on peut se dire que le début de saison est décevant, que les résultats sont pas là. Mais quand on regarde dans le détail, en fait, les matchs qu'ils perdent, ils les perdent de peu. C'est une des équipes qui a poussé une des nombreuses équipes qui a poussé les Cavaliers, qui apparemment sont inarrêtables, puisqu'ils n'ont pas perdu un match en 15 matchs là. Mais il faut quand même se rappeler qu'en la première semaine de la saison régulière, les Knicks auraient dû les taper. Bref, tout ça pour dire que collectivement, on pourrait penser, si on regarde ça de loin, que c'est un petit peu décevant. Si on regarde un peu plus dans le détail, on a quand même la troisième. Quand je dis on, pas forcément, pas nous, mais les Knicks sont. Quand on regarde, on voit quand même la troisième meilleure attaque pour l'instant de la ligue. Une défense dont on reparlera qui est pas bonne, mais ça à la limite on pouvait s'y attendre, qui est 21e. Mais au final, si on fait si on fait la synthèse, ça fait le 8e meilleur net rating. Le net rating qui est, même si on est en début de saison, une meilleure indication statistique que juste le bilan victoire-défaite, qui pourrait laisser penser que le début de saison est pas folichon. Finalement, je vais être dans la vibe de Ben et je vais être plutôt positif sur ce début de saison. Toi, Ben, de ton côté, comment tu le sens ce début de saison ? Ouais, je suis plutôt d'accord avec FD sur la façon dont il faut prendre avec des pincettes ce qu'on a déjà vu.
on voit que petit à petit, l'attaque se met en place. Et de toute façon, on l'avait dit lors du podcast sur le trade, c'est que tu faisais un all-in quasiment offensif sur l'effectif. Donc, il fallait absolument que l'attaque fonctionne. Sinon, bah, tu te retrouvais un peu dans une situation compliquée. Donc là, on voit que petit à petit, la situation s'améliore. On, L'attaque n'est pas encore optimale. Jalen Brunson n'est pas au top de sa forme. Et comme l'a dit FD, on est déjà troisième l'offensive rating. Donc ça peut augurer que de bonnes choses. Et pareil, bah, on s'attendait à une baisse défensive de qualité, malgré l'ajout de Michael Bridges, de Gene Anunoby en cours de saison passée. Et comme prévu, le drop défensif est arrivé. Alors il y a certains points qu'on va détailler au niveau de la tactique qui inquiètent ou non, notamment le duo bah, meneur-pivot qui ne peut pas tenir un duel. Mais voilà, on va dire que offensivement c'est positif et défensivement c'est à peu près ce qu'on attendait, quoi. Est-ce que sur le duo Anunoby-Bridges, après on ira dans le détail de toute façon sur 4 et ça permettra d'apporter Brunson, mais est-ce que sur le duo Anunoby-Bridges défensivement c'est au niveau que vous attendiez ou est-ce qu'il y a peut-être sur certains points une forme de déception? Alors, Bridges, c'est un peu ce qu'on avait dit pendant l'été, hein. Bridges, c'est compliqué de le jauger puisque on parle quand même d'un mec qui a pas défendu depuis 2 ans. Honnête, puisqu'il est devenu cette espèce de scoreur unique, on lui a pas trop demandé de défendre. Donc, je pense qu'en ce moment, il est en train de un petit peu remettre de la défense dans la machine. Euh, mais il y a quand même un problème structurel. Actuellement, la défense de Michael Bridges, pour te répondre rapidement, elle n'est pas forcément satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'en fait, il est utilisé dans un rôle qui n'est pas forcément celui qui l'optimise le mieux défensivement. Michael Bridges, pour moi, c'est plutôt un joueur qui est amené à défendre sur des postes 2-3 et qui utilise sa longueur et sa mobilité par ailleurs. Et là, en fait, Jalen Brunson oblige. On est obligé de le cacher, donc on peut pas le mettre au point d'attaque, on peut pas le mettre sur les porteurs de balles adverses, donc on décale Michael Bridges sur les porteurs de balles. Et c'est là qu'on voit un vrai problème de sa défense, c'est sa navigation d'écran, où en fait, quand tu fais du drop, on en reparlera d'ailleurs, Ben, t'as utilisé le mot drop défensif pour parler de la chute défensive d'efficacité, mais t'as utilisé un mot super important, c'est le drop, et on va en reparler. Mais du coup, si tu fais du drop avec Karl Anthony Towns et que tu forces Michael Bridges à faire une bonne navigation d'écran, c'est très compliqué. Donc, pas trop satisfaisant niveau Michael Bridges. OG Anunoby, par contre, valeur sûre. Sa polyvalence défensive, que ce soit sur les ailiers, que ce soit en rim protection secondaire. On l'a même vu se faire un petit peu tester au poste 5. C'est un des ajustements possibles à cause de Karl Anthony Towns. Ça dépend du match-up. On l'a vu avoir beaucoup de mal face à Alperen Şengün, mais théoriquement, ça peut fonctionner. Donc non, le trio, on va dire, Hart, Anunoby et Michael Bridges, qui se sont fait appeler les Wingstop. Tu sais, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis, les Wingstop. Et du coup, les stoppers des wings parce qu'ils jouent sur les ailes. Bah, du coup, ce trio, pour l'instant, fonctionne bien de manière générale parce que OG fait un super début de saison et Michael Bridges est en train de trouver ses marques dans ce rôle qui lui sied pas forcément. Ben, toi t'es raccord là sur cette vision du sujet? Ouais, alors, comment dire, FD, il a fini de façon optimiste sur Michael Bridges. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais je suis tout à fait d'accord sur la présentation qu'il a fait des deux joueurs, avec un premier, Michael Bridges, qui peine un peu à retrouver ses marques, et comme l'a dit FD, une galère un peu structurelle dans la navigation d'écran, et Giannunobi qui est bah, la fiabilité incarnée qui franchement remplit tous les rôles qu'il doit prendre, quoi. Donc non, je suis plutôt d'accord avec FD sur ce sujet-là, même si on va pas revenir dessus parce que c'est un sujet plus global sur les Knicks. Ce serait peut-être bien de récupérer un troisième mec, parce que là, les faire jouer 42 et 45 minutes hier contre Brooklyn, au 13e match de la saison, c'est un peu terrifiant en pensant à plus tard, quoi. Pourquoi tu dis que tu es moins optimiste que FD sur le cas Bridges? Parce que je sais pas jusqu'à. En fait, je pense que le problème structurel de la navigation d'écran et du fait qu'ils défendent l'attaquant primaire, on va dire, adverse, qui est dans pas mal de configurations à un poste 1-2, euh,
en fait, tu peux pas le résoudre. Enfin, je vois pas dans quel monde il devient meilleur en navigation d'écran et pour gérer les profils plus petits d'ici la fin de saison, quoi. Donc est-ce que tu arrives à changer ton système pour que ce soit peut-être Hart qui les défende plus ou McBride, mais à part un peu cette modification-là, je ne sais pas jusqu'à quel point il peut redevenir le Michael Bridges d'il y a 4 ans à Phoenix, quoi. Vous voyez d'autres éléments là, on voulait faire une intro très rapide sur le regard qu'ont FD et Ben sur les Knicks. Est-ce que vous aviez d'autres éléments là un peu macro sur l'approche des Knicks ou est-ce qu'on passe directement à notre sujet 4 comme vous voulez messieurs? Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter, juste comme je l'ai rapidement évoqué, c'est la question de la profondeur d'effectif qui est déjà un peu flippante, quoi. Parce que là, par exemple, le dernier match et le prochain, donc c'était Brooklyn, et là, cette nuit contre Washington en back-to-back, t'as McBride qui est blessé, et t'as les mecs qui jouent t'en as deux ou trois qui jouent plus de 40 minutes par match, quoi. Et dans la NBA actuelle, c'est un peu compliqué à gérer. La seule, dans ce que tu dis, t'as totalement raison. La seule lueur d'espoir, j'ai envie de dire, par rapport à ça, c'est qu'on voit depuis 2-3 matchs émerger des gens qu'on voyait Ouais. pas forcément au début de saison, à savoir Ariel Porti, qui va être, à mon avis, une option en tout cas au poste de pivot, même quand Mitchell Robinson reviendra. Voilà, c'est un petit peu, c'est un regen en fait entre Hartenstein et Julius Randle. C'est marrant. Il est aussi grand qu'Hartenstein. Il a le même numéro. Il est gaucher. Il est allemand. Mais par contre, visuellement, il ressemble un petit peu plus à Julius Randle. Mais en gros, c'est un poste 5, protecteur d'arceau, plutôt mobile et avec quelques petits flashs à la passe. Et puis sinon, on a vu Pacom Dadier aussi commencer à jouer, le rookie français. Poste 3, défensivement dur au mal, mais offensivement un petit peu plus compliqué, le shoot n'est pas encore là. Mais voilà, tu rajoutes ça à Miles McBride et Jericho Sims, Precious Achiuwa qui va bientôt revenir de blessure, Mitchell Robinson qui va revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, tu vas avoir des options que Tom Thibodeau pourra utiliser. Voilà pour les éléments un petit peu macro, avant qu'on passe à 4. Sachant que Thibodeau a toujours été un coach plutôt performant dans sa capacité à cadrer à la perfection le rôle d'un joueur limité pour en faire un joueur utilisable dans les contextes qui lui conviennent. Donc effectivement, de toute façon, effectivement, c'est pas le sujet du podcast, les role-players des Knicks, mais effectivement, on sait que Thibodeau a cette qualité-là. Et bien écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe au sujet du jour, le sujet Karl Anthony Towns, et que vous puissiez jouer ce petit ping-pong entre vous sur les sujets qui vous semblent importants autour de 4. Qui démarre? Eh ben, allez, Je peux Ben y démarre. aller, ouais. Allez, Ben. Bon, on va commencer peut-être par le sujet qui fâche. Comme ça, après, on va se laisser le côté positif avant d'aller dormir et pour avoir les étoiles dans les yeux. Donc, moi, le premier truc, l'élément évidemment qui est central quand on parle des Knicks et de ce début de saison, c'est la défense de Kat et notamment la défense des pics de Kat. FD l'a bien fait sur Twitter, il a fait un thread à ce sujet, c'est que on parle beaucoup de Kat, mais en fait c'est le duo Brunson-Kat le souci. C'est un souci plus global sur l'axe 1-5 que simplement le pivot. Et là juste, en fait les Knicks, comme Kat n'est pas un bon défenseur, ils veulent simplement utiliser sa taille et le peu de rim protection qu'il a, donc ils font dropper systématiquement. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te retrouves face à des profils particuliers, comme par exemple, il y a eu Sengun en milieu de. Enfin, il y a quelques matchs, tu te fais découper complètement enfin, sur les short mid, voire même au cercle quand il y a des mecs qui arrivent et qui drivent à pleine vitesse. Et donc, tu te retrouves dans des situations un peu compliquées. Là, par exemple, j'étais en train de regarder sur la fréquence en défense. Bon, ça reste que des stats de début saison, donc c'est pareil, il faut prendre avec des pincettes. Mais en efficacité sur les short mid encaissés, on est 28e. Parce qu'en fait, Kat, il sait pas défendre cette zone-là du parquet. Et tu te retrouves, comme je l'ai précisé, avec Brunson qui derrière n'arrive pas à faire la couverture optimale. Et donc, ça offre beaucoup de situations offensives pour les adversaires que peut compenser Anunoby et notamment Hart, quoi. Après, tu disais Ben a raison que le drop donnait beaucoup de tirs à mi-distance, et puis tu as raison de le dire, on est très mauvais
à l'efficacité sur la défense du short mid, donc les tirs à mi-distance globalement. Alors après, c'est un choix. C'est un choix. Le but du drop aussi, c'est aussi de donner ces tirs-là qui sont historiquement et enfin, on le répète ad nauseam depuis les 10 dernières années, qui sont les tirs les moins efficaces sur le terrain. Donc c'est un choix défensif de faire dropper, enfin de faire jouer de 4 en drop et à la limite de donner ces tirs-là. Être 28e dans cette zone-là, c'est peut-être mieux que d'être très mauvais au cercle, même si les Knicks sont pas si bons que ça en défense de cercle. Du coup, oui, juste pour dézoomer la focale, si on regarde un petit peu juste les stats d'efficacité sur le terrain, quand Karl Anthony Towns est sur le terrain, les Knicks ont un defensive rating de 120. Juste pour référence, la pire défense de la ligue actuellement, c'est les Wizards à 119. Donc les Knicks seraient la 31e défense, enfin la pire défense de NBA quand Karl Anthony Towns est sur le terrain. Encore une fois, on parle de 12 matchs, donc les échantillons sont petits. Faut pas tirer de grandes leçons, mais c'est quand même une indication voilà, une preuve de plus que les Knicks sont pas très bons défensivement quand Karl Anthony Towns est sur le terrain. Et ça s'explique notamment, tu l'as très bien dit, par cette défense de pick and roll. Si on fait un petit peu le déroulé de ce qui a été tenté défensivement en ce début de saison, on a commencé par défaut avec de la défense en drop. On a très bien vu, et ce match des Rockets l'a très bien symbolisé, parce que Fred VanVleet fait un magnifique match en mi-distance. Alperen Sengun profite des opportunités sur short roll. Le short roll, c'est le joueur qui pose l'écran, qui récupère le ballon tout de suite après, une petite passe, une pocket pass, et qui ensuite, du coup, peut exploiter le surnombre. Alperen Sengun l'a très bien fait, et c'est notamment permis par le drop. Du coup, les Knicks, à un moment, se sont dit on va tenter d'autres choses. Et cette autre chose qui a été tentée, c'est le classique de Tom Thibodeau. Il le faisait déjà quand il était assistant coach à Boston avec Kevin Garnett, etc. C'était de faire du ice. En gros, le ice, très rapidement, c'est le défenseur du porteur de balle va rejeter l'écran et va en fait emmener. J'ai essayé de faire cette explication sur le Basket Club, je l'ai raté, je vais essayer de le faire une deuxième fois. En gros, le but, c'est d'empêcher d'utiliser cet écran et d'emmener directement le porteur de balle sur Karl Anthony Towns, qui attend du coup du côté de l'écran et pas du côté opposé. L'idée, c'est juste de pas trop mettre en difficulté son manque de mobilité, mais ça fonctionne en fait que sur des pick and roll qui sont posés dans les ailes, et sur des pick and roll où on connaît à l'avance l'orientation. Donc ce que font les attaques, c'est que elles posent des écrans plutôt dans l'axe, du coup le ice tu peux plus le faire, et ça arrive aussi, c'est arrivé notamment contre les Rockets, ils changent au dernier moment l'orientation de cet écran, donc le ice c'est plus possible, car Anthony Towns se retrouve du mauvais côté de l'écran, et on a un super poster dunk de Jalen Green sur je sais plus qui. Mais voilà, tout ça pour dire, et après Ben je te relancerai sur les problèmes de Jalen Brunson, mais en gros le problème c'est que si tu es super agressif sur le pick and roll, si tu fais du blitz notamment, tu te retrouves dans une situation de 4 contre 3 avec un de tes 3 défenseurs qui est Jalen Brunson, et donc ça pose problème. Ouais, effectivement, et on peut aussi ajouter que sur la question des profils de tir qui concèdent, ce que tu décris aussi explique pourquoi ils concèdent autant de short mid et si peu de long mid-distance. C'est le fait de générer. En plus, il concède aussi beaucoup de tirs au cercle. Alors, c'est un peu la double peine, mais le fait généralement de concéder beaucoup de short mid vient du fait que la navigation dans l'écran est pas très bonne et que du coup, l'attaquant n'est pas repoussé quand il tente le drive. Alors que s'il est repoussé, ou alors qu'il y a un mauvais spacing, il va plutôt générer des longs mid. Et effectivement, structurellement, tu payes tes carences défensives qui font que tu génères beaucoup des deux shoots qui sont à haute valeur du basket, le short mid et le tir dans la raquette. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur la défense, messieurs ? Puisque tu parles de défense intérieure, on peut mentionner la stat un petit peu classique qu'on mentionne à chaque fois qu'on parle de ça, c'est la perte d'efficacité infligée au panier lorsque les tirs sont défendus au cercle. Donc en gros, si on prend historiquement Rudy Gobert, le meilleur exemple, Rudy Gobert, quand les gens tirent au panier face à lui, il inflige une perte d'efficacité de moins 12 ou de moins 11 à l'adversaire. Donc si l'adversaire tire normalement à 60% au cercle, face à Rudy Gobert, il tire à 49% au cercle. Pour le Karl Anthony Towns, c'est dans l'autre sens. Karl Anthony Towns, actuellement, il inflige une perte de moins 3. Donc en gros, les adversaires tirent 3,4% mieux au cercle face à Karl Anthony Towns que normalement.
Pour un petit peu de contexte, c'est le 19e pourcentile parmi les pivots en NBA, c'est-à-dire que 80% des pivots en NBA font mieux. Encore une fois, l'échantillon est court, mais juste pour parler de ça, c'est que Karl Anthony Towns, évidemment, c'est pas c'est pas un protecteur d'arceau, et pour l'instant, ce début de saison nous le confirme. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est sur des carences historiques de Towns, là où, je sais pas, peut-être que vous allez en parler, mais là où on sait qu'il a peut-être plus de qualité sur la défense, sur l'homme des pivots. Effectivement, sur tout ce qui est lié au rôle de rim protection, c'est assez faible. D'autres points sur la défense, éventuellement. Ouais, bah alors c'est pas forcément lié à. Enfin, c'est lié à Karl Anthony Towns, mais c'est pas lui intrinsèquement, mais c'est ce qu'on a un peu évoqué. C'est le cas de Jalen Brunson. En fait, les deux sont forcément reliés. Tout le monde le savait dès l'année passée, dès il y a 2 ans, que Jalen Brunson n'est pas un bon défenseur. Il n'a pas le physique d'un bon défenseur. Il a en plus de ça, comme on l'a vu les années précédentes, un fort, enfin, un tel impact offensif que, comme beaucoup de stars, il met pas forcément beaucoup d'énergie à défendre. Donc le physique cumulé à son activité offensive et le fait que non plus ça soit même pas naturellement un bon défenseur, entre guillemets, intellectuellement pour compenser ça, fait que tu te retrouves dans des situations où, comme on l'a précisé, ton axe 1-5, les deux sont négatifs sur l'action. Ce qui fait que tu te retrouves dans des situations où soit tu es obligé de suraider, ou dans des situations où tu essayes de planquer Jalen Brunson, et on se retrouve avec Michael Bridges, par exemple, sur le porteur de balle. Mais bon, ça marche quelquefois, mais c'est facile à contourner pour les attaques de niveau NBA. Donc ouais, le fait que tu aies deux défenseurs négatifs sur le terrain parmi ton 5 titulaire, c'est assez condamnable de ce côté du terrain, notamment quand c'est ton 1-5, quoi. Ouais, d'autant que Ah, d'autant que ça génère, comme tu le dis, mais beaucoup d'aide des trois autres. C'est toujours déjà compliqué de cacher un joueur, mais cacher deux, c'est vraiment difficile. Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de séquences où tu sais, tu as les attaques, ils arrivent à isoler Bronson pour pouvoir l'attaquer. Et tu as des attaques, tu vois, qui partent du 45 ou de l'axe. Et d'un coup, tu vois tout le monde qui collapse un peu. Tu vois Ouais, Anunoby qui ouais. collapse, tu vois Josh Hart qui collapse. Et ça génère, tu vois, la passe qui fait le petit écart. Et après, le jeu d'extra passe s'enchaîne et ça permet d'aller plus loin. FD, je t'ai coupé, je te laisse la main. non, mais effectivement, évidemment que Brunson et Kat sont deux points négatifs en défense actuellement. Avec la construction d'effectifs actuelle, je vais même pas encore parler du retour de d'Achua ou Robinson. Ce qui peut être intéressant de se demander, c'est quelle est l'alternative, quoi, parce que actuellement la défense est pas bonne. On parlera de l'attaque, mais l'attaque est assez, est assez exceptionnelle pour qu'on oublie un peu à quel point la défense est mauvaise. Mais du coup, voilà, je suis pas dans le mood de se dire que c'est une fatalité, donc je me dis, qu'est-ce qui peut se faire? Selon moi, une des possibilités qu'on pourrait voir maintenant, c'est vraiment Tom Thibodeau accepter, enfin prendre le risque et d'avoir une défense en fait assez agressive sur pick and roll où on met Karl Anthony Towns au niveau de l'écran, et en fait on fait confiance derrière à tes OG Anunoby, à tes Michael Bridges, à tes Josh Hart pour justement être très bon dans les aides défensives et limiter ces décalages-là. Donc moi c'est quelque chose que j'attends vraiment de voir, avec toujours la difficulté d'avoir, enfin, si Jalen Brunson n'est pas impliqué dans le pick and roll et que tu fais blitzer Karl Anthony Towns, c'est ce qu'on a dit avant, hein, c'est que tu te retrouves du coup avec Jalen Brunson qui doit faire des rotations défensives de haut niveau, c'est pas forcément utile. Donc peut-être en fait, mine de rien, voilà, s'il y a des choix à faire, pourquoi pas en fait mettre Jalen Brunson sur le point d'attaque et du coup, tu te retrouves avec Bridges, Anunoby et Hart en position pour faire des stunts, ce qu'ils font très bien, en position pour venir doubler lorsque c'est nécessaire. Et en fait, quitte à souffrir là-dessus. Un des soucis après, c'est que du coup, tu utilises beaucoup Jalen Brunson en défense. Tu perds un peu de moteur en attaque. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à tester avec l'effectif actuel. Tom Thibodeau, il aime bien aussi. On a un peu cette vision très rigoriste de Tom Thibodeau, mais en fait, il teste quand même des choses. Et puis, avec le retour d'Achua et le retour du Mitchell Robinson, je pense qu'il y aura encore plus de liberté schématique. On va peut-être un petit peu voir Karl Anthony Towns revenir au poste 4, même si, bon, je pense que ça va être mieux défensivement, mais tu perds tellement en attaque que je suis pas sûr que ce soit un arbitrage à faire. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des possibilités. Et chaque match que je finis, je me dis, ça y est.
ce soir, c'est la soirée où on va tester des nouvelles choses. Sachant que c'est le type de défense qu'aimait bien utiliser David Finch, notamment durant les playoffs avec Karl Anthony Towns, le considérant trop problématique sur le pick and roll. Il aimait bien le faire blitz. Bon, le seul problème, c'est que la couverture, elle était assurée par Rudy Gobert et que, parce que quand vous faites du blitz, tu l'as dit, FD, hein, derrière, tu passes sur une situation de 4 contre 3. Donc, il faut que tes défenseurs soient capables de couvrir beaucoup de terrain. Anunoby, Bridges, Josh Hart sont capables de le faire, mais aussi d'assurer la protection cercle avec. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué et où en tout cas t'as pas Rudy Gobert. T'as ouvert ce sujet, FD. Ça m'intéresse d'avoir votre avis d'ailleurs, les gars. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Mitchell Robinson, on voit un peu ce truc-là tourner un petit peu dans la tutosphère? Est-ce que vous pensez que Kat peut se retrouver à repasser poste 4? Je pense que ça va être testé dans tous les cas, parce que c'est vrai que là, on l'a pas mal évoqué là, ces dernières minutes, la situation défensive, elle est vraiment, vraiment compliquée, donc il va être obligé de l'essayer à des moments. Maintenant, moi je suis assez d'accord avec FD que, comme on l'a dit pendant le podcast de trade, c'est que tu mises un peu tout sur l'attaque. Tu mises tout sur l'attaque, et donc en fait, ce que tu vas perdre, ce que tu vas ajouter, pardon, en défense en mettant Mitchell Robinson sur le terrain, bah, tu vas aussi le perdre en attaque. Donc, à quel point tu fais ce compromis-là offensif pour améliorer ta défense, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que sur au moins des séquences, voire des grosses parties de match, ça va être testé. Et juste pour finir sur ça, moi je pense que ça va mieux fonctionner comment dire, le Mitchell Robinson 4 que ce que ça pouvait fonctionner le Mitchell Robinson Randle, parce que 4 il a quand même comment dire, comme on l'a beaucoup dit, enfin on va surtout revenir après dessus sur l'attaque, c'est qu'il a un tel spacing que tu peux te retrouver dans des situations où tu avais 4 bons spacers et comment il s'appelle, Mitchell Robinson, donc ça sera sûrement plus viable que ce qu'on a connu quand même ces dernières années avec New York. FD, toi, tu le sens comment là? Tu l'as dit rapidement, tu pensais pas de bonne idée, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah ouais, bah du coup, je vous propose de passer sur l'attaque et je vais sauter des étapes en fait. Je vais juste vous parler du dernier match qu'ils ont joué contre les Nets. Je vous invite à regarder ce match. Le clinique de Karl Anthony Towns à la passe, Exceptionnel. mais, alors il fait 6 passes décisives sur le match, mais il fait 10 passes d'éclat. Je pense honnêtement, hein, je veux pas m'enflammer, mais à part Nikola Jokic, peut-être Sabonis. Allez, et je vais même, mais Sengun, je le mets plutôt au niveau de 4 en termes de manipulation de défense, en termes de précision dans la passe, et juste en termes de oser faire cette passe, et sur du très très haut niveau en termes de playmaking. Et c'est pour ça, du coup, bah, je reviens sur l'association avec Mitchell Robinson. En début de saison, je t'aurais dit oui, parce qu'en début de saison, on a quand même eu un Karl Anthony Towns qui était beaucoup utilisé, bah, dans un rôle un peu réducteur de spacer. Si c'était pas lui qui posait l'écran, bah, il était un peu dans le corner ou il était à 45 degrés. Il faisait du catch and shoot parce qu'on voulait maximiser le spacing. Mais en fait, sur les 4-5 derniers matchs, c'est plus trop ça. Alors, il y a toujours des séquences comme ça, hein, mais c'est un petit peu moins ça. On le voit de plus en plus utilisé, bah, comme initiateur offensif, à partir du poste haut, avec du mouvement autour de lui. Et en fait, je me dis, si tu rajoutes Mitchell Robinson sur le terrain, les lignes de coupe pour OG Anunoby, pour Josh Hart ou pour Michael Bridges, qui sont d'ailleurs tous les trois très bons dans ce domaine-là, bah, tout de suite, elles n'existent plus et tu te retrouves un peu avec une attaque qui va avoir tendance à stagner. Jalen Brunson, on sait qu'il a besoin d'avoir le ballon longtemps avant de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai un peu peur de ce mix des attaques entre une attaque à partir du poste haut avec Karl Anthony Towns où ça court un peu partout dans tous les sens et une attaque où tu retrouves Brunson, Mitchell Robinson où tu reviens un petit peu plus sur du pick and roll. C'est un mix où forcément on va forcément le voir par séquence, mais c'est un mix qui pour l'instant m'enchante pas trop à tel point, enfin en raison de l'excellence offensive de Karl Anthony Towns sur ce début de.
Dans quelle mesure aujourd'hui, je te relance FD, mais dans quelle mesure aujourd'hui tu vois, le jeu de cut et de mouvement que te permet le five out est à ton sens utilisé? Est-ce qu'on est sur un début d'utilisation? Est-ce qu'il y a de quoi encore pousser le truc plus loin? Comment tu le sens toi? Bah, je pense on est en train de voir les débuts de ce à quoi va ressembler l'attaque des Knicks. En début de saison, si on veut mettre quelques, si on veut, ouais, si on veut encore faire un petit déroulé. Au début de saison, on avait retrouvé ce Jalen Brunson héliocentrique qu'on connaît depuis les 2 dernières saisons, c'est-à-dire le Jalen Brunson qui est premier en temps de possession avec la balle dans les mains, qui est premier en nombre de dribbles à chaque fois qu'il touche la balle. On avait retrouvé ce côté-là. Et du coup, on avait Kat dans un rôle qui posait des écrans, mais pas forcément à Jalen Brunson. J'étais un peu frustré au début de saison. Il posait pas trop de pick and pop avec Jalen Brunson, alors qu'on avait dit que c'était un petit peu l'arme ultime. Il y avait beaucoup d'écrans peu forcés sur du mismatch, et c'était pas forcément super fluide. Mais Tony Towns qui a un usage plus haut, il était à 23,7 sur ses 6 premiers matchs, il est à 27,7 sur ses 6 derniers. Jalen Brunson, son usage qui lui descend un petit peu. Mais du coup, ouais, on a un 4 qui passe plus de temps avec la balle en main, avec des coupes, et je trouve que c'est ce vers quoi doit tendre l'attaque des Knicks. Ok. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur cette attaque? On a basculé sur l'attaque complètement, ou vous avez encore des éléments qui sont liés à la défense? On sait que effectivement cette partie défensive est importante, mais il y a aussi forcément cette partie offensive. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui sont liés à l'attaque? Oui, je vais pas répéter ce qu'a dit FD au sujet du fait que Cat se développe de plus en plus en hub offensif, parce que c'est vrai que l'évolution entre les 2, 3 premiers matchs et ce qu'on voit déjà après 10, 12 matchs, il y a une vraie évolution à ce sujet-là. Mais ça, c'est aussi lié à l'excellence en shoot de Cat. On le savait déjà à Minnesota que c'était un très bon shooter. Lui, il se définit comme étant le meilleur shooter parmi les bigs de l'histoire. Bon, en tout cas, enfin, il est dans la caste la plus haute, et ça se confirme en fait. Et les espaces que lui crée ce 5 ultra offensif lui permettent d'être pour l'instant, c'est un petit échantillon, mais sur une réussite exceptionnelle, quoi. Donc, je sais pas si on parlera pas des pourcentages, etc. Mais si vous voulez jeter un coup d'œil, il est très très souvent ouvert. Les défenses ont du mal à gérer, comme a dit FD, de plus en plus le pick and pop. Quand il est en tête de raquette à 3 points, c'est létal. Et en plus de ça, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast de trade, pardon. euh, il y a tout cet aspect aussi un peu au poste bas qui n'utilise pas encore énormément, mais qu'on voit qu'il peut faire quelques ravages, comme l'a dit FD, avec les coupes de pas mal de joueurs, plus le fait que lui c'est un très bon passeur. Enfin voilà, il y a donc en fait tout ce qu'on voit pendant tout ce qu'on a évoqué pendant la preview, tout ce qu'il allait apporter offensivement. Ouais, en plus du shooting de Karl Anthony Towns qui est pour l'instant à un niveau excellent, on voit un petit peu et peut-être de plus en plus, et ce qui reste encore à développer, le jeu poste bas, parce qu'avec les très bons joueurs de cut qu'il y a autour, il peut encore plus travailler et mettre ça en avant. Donc voilà, tout ce qu'on a évoqué pendant le podcast de... Pour revenir sur le post-up, en fait, moi, je comprends la théorie, hein. Je comprends la théorie, effectivement, Karl Anthony Towns, je pense que ça peut être un bon joueur de post-up. Mais je pense qu'il peut être tellement meilleur dans à peu près toutes les autres situations sur le terrain que en fait, j'ai même pas trop envie de le voir post bas. Quand je dis post-up, je dis vraiment genre le ballon qui arrive à 45 degrés, on lui fait l'entry pass, il reçoit la balle post bas. Voilà, du post-up classique. J'ai pas envie de voir ça. Pourquoi? Parce que en fait, il est pas très efficace, hein. Pour l'instant, il est à, alors, encore une fois, 12 matchs joués. Il a 3 possessions sur post-up par match. Donc c'est 14% de ses tirs à peu près. Et en fait, il est à 0,78 pour en partir. Donc c'est dans le 12e pourcentile. 88% des pivots font mieux. Enfin, même des joueurs NBA font mieux. Ça, c'est sur l'efficacité au scoring. Ça prend pas en compte son efficacité à la passe et les passes qui arrivent à partir de son post-up. Mais en fait, moi, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant utilisé en tant que, enfin, poste haut.
Euh, Parce que en fait, il a cette menace de drive et je pense que c'est ça la singularité de Karl Anthony Towns en tant que poste 5, c'est qu'il a une super qualité de dribble et en fait une qualité de drive qui est largement au-dessus de la moyenne des postes 5. Et tu ajoutes le tir sur lequel tu as développé, cette capacité d'attaquer les close-out, les coupes autour de ça. Et en fait, moi, j'ai envie de voir Karl Anthony Towns poste haut ou à 3 points hors ballon, mais j'ai pas trop envie de le voir poste bas, sauf si c'est un mismatch évident. Et encore, si c'est un mismatch évident, je préfère que ce soit à l'extérieur ou Jalen Brunson qui le joue, plutôt que d'aller forcer Karl Anthony Towns à recevoir le ballon poste bas avec 3 secondes qui restent sur l'horloge, comme on l'a un peu vu en début de saison. C'est vrai que le poste bas, c'est une arme qui est intéressante quand tu es dans des attaques qui sont structurellement peu efficaces. Typiquement, quand tu reprends l'attaque des Wolves avec Rudy Gobert, tu as cette problématique de spacing. Donc l'attaque poste bas devient une sorte d'arme parce que, en fait, son niveau d'efficacité moyen, comme ton niveau d'efficacité moyen en attaque est en dessous de ce que tu pourrais avoir, ben, du coup, la valeur du poste bas reprend. Et effectivement, il a cette arme-là. Moi, je suis d'accord avec avec FD, pardon. Ce que j'aime beaucoup avec Karl Anthony Towns, il a construit son jeu autour du poste haut. On a en tête les 2 années avec Rudy Gobert, mais il faut se rappeler les années précédentes où, pour le coup, il manœuvrait énormément par le poste haut. Et on l'a même vu rendre viable des très très bons défenseurs, mais qui étaient des vrais poids offensifs. Je pense à Jared Vanderbilt, avec lequel il avait construit une vraie relation poste haut, short corner, enfin tu vois, ou cut ligne de fond, qui était vraiment vraiment intéressante. Et tu l'avais bien dit, FD, dans ton article, pour préciser les apports de l'arrivée de Kat, mais ce qui est très intéressant avec Kat, c'est la polyvalence de son playmaking, qui est vraiment large et qui permet de le rendre compatible avec pas mal d'autres joueurs. J'ai une petite stat sur le profil de Kat qui me paraît aussi intéressante à vous donner. Je ne sais pas si vous avez de quoi réagir, mais il est à sa plus haute fréquence au cercle en carrière et il est à sa plus basse efficacité en carrière au cercle. Alors sachant que sa plus basse efficacité en carrière au cercle était déjà l'année dernière, donc c'est dans le prolongement de l'année dernière. Mais bon, dans le cadre du spacing qu'on a avec les Knicks, on peut en plus s'attendre à ce que cet axe-là augmente, quoi. Je pense que c'est essentiellement dû à la connexion avec Jalen Brunson qui est en construction et qui fait que les situations dans lesquelles il se retrouve avec la balle près du cercle sont peut-être pas complètement optimum, mais il y a de quoi les construire avec le temps. Ouais, FD. Ouais, la seule nuance là-dessus, ce serait que il est aussi à son niveau le plus haut de, pardon, de fautes provoquées au cercle. Donc effectivement, il finit un peu moins bien au cercle, mais il provoque quand même plus de fautes. Tu vois, l'année dernière, il provoquait, enfin, je vais même pas lire la stat, mais voilà, c'est son niveau le plus haut de pourcentage de tirs au panier sur lequel il subit une faute. Ouais, c'est aussi, Ouais. il redécouvre le rôle de poste 5, donc il se rapproche un peu plus du cercle que ce qu'il faisait depuis 2 ans. Ouais, Ben. Juste un mot pour revenir vite fait juste sur l'aspect du post-up pour préciser. Ce que je voulais dire, c'était que, comme on l'a pas mal évoqué, c'est qu'il est viable un peu dans quasiment toutes les situations offensives 4. Et donc, c'est un aspect qui a pas beaucoup été utilisé. Je suis complètement d'accord avec vous que je pense que dans un monde idéal, ça l'est pas beaucoup, mais dans certaines situations, savoir qu'il peut le faire mieux que d'autres, comme on l'a dit notamment avec son passing et le fait que bah voilà, c'est un très bon passeur pour son poste. Et moi, je l'avais un peu oublié tout cet aspect-là quand il jouait poste 4 à Minnesota. Bah c'est plutôt positif, entre guillemets, d'avoir cette arme en plus. Est-ce que vous avez d'autres points à noter liés à 4? Ouais, moi je voulais juste saluer la diversification offensive, ou en tout cas les belles choses offensives qu'on commence à voir du côté de Yannick en termes de mouvement. Ça faisait quand même 2 ans qu'on était, même plus tôt, hein, mais ça faisait 2 ans qu'on était sur une attaque un peu statique, assez stationnaire, où il se passait pas grand-chose à part un pick and roll, on force le mismatch, ou on joue juste après le premier pick and roll. Je trouve que cette année, l'arrivée de Kat a un petit peu forcé Tom Thibodeau et son staff à réfléchir à d'autres moyens d'utiliser leur poste 5. Et je trouve que depuis les 5-6 derniers matchs, on voit de plus en plus de choses. On voit des doubles écrans qui sont posés, donc des systèmes, des systèmes en horns avec 2 écrans. On commence à voir pas mal de zoom action. Donc zoom action, c'est quand tu as d'abord un main à main, puis ensuite
un écran porteur qui est posé. Ça permet de faire poser l'écran sur un joueur qui arrive en mouvement. C'est quand même plus intéressant que d'avoir un joueur qui prend l'écran à l'arrêt. Et donc, en fait, la gravité de Karl Anthony Towns se permet tout ça. C'est que tu rajoutes à sa pose d'écran sa capacité à tirer à 3 points ou même sa capacité de playmaking derrière l'écran. Donc voilà, juste pour dire que voilà, l'attaque des Knicks en ce moment, ça ressemble à quelque chose. C'est positif. On verra effectivement au retour de Mitchell Robinson à quoi ça va ressembler. Mais juste pour dire que voilà, les Knicks sont toujours en train d'expérimenter des choses offensivement. On n'est pas en train de voir la dernière version de l'attaque des Knicks. Et je pense qu'ils sont en train de monter en puissance des deux côtés du terrain. J'ajoute que ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est à quel point elle se fait vite. Moi, je trouve quand même que, tu vois, je vais pas reprendre ce que tu as dit sur le changement de style, je suis totalement d'accord, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. C'est même tellement rapide qu'on peut parfois avoir l'impression que Jalen Brunson est un poil paumé là-dedans. Mais ça souligne, enfin avec Ben, on l'a souvent signalé ici, la qualité du travail de Thibodeau qui, dans ses défauts, notamment dans la gestion des joueurs, a aussi d'énormes qualités sur la capacité à leur faire comprendre leur rôle et aussi dans la capacité à s'adapter à ce qu'il a, à ce qu'il a sous la main. Est-ce qu'il y a d'autres points, messieurs, que vous vouliez noter? Bon, non, je pense qu'on a fait le tour, parce que c'est vrai que ça fait quand même que 10 matchs, enfin une douzaine de matchs, donc je pense que c'était plutôt clair et je pense qu'il faudra refaire un point potentiellement peut-être à la mi-saison ou un peu plus tard quand notamment les rotations intérieures blessées seront de retour parce que c'est le point qui peut tout changer dans un sens comme dans l'autre à New York avec l'utilisation de notamment Mitchell Robinson s'il arrive à tenir plus de quelques jours sur un parquet sans se blesser. J'ai deux questions pour vous, du coup, sous forme de conclusion. La première, elle est assez simple, c'est est-ce que vous êtes plutôt déçu ou plutôt content de ce que vous voyez depuis 12 jours, enfin depuis 12 matchs, pardon, avec Karl Anthony Towns? Moi personnellement content parce que comme l'a dit FD offensivement on a souffert une décennie quasiment. Donc franchement, voir un joueur aussi, enfin vraiment, on va être honnête, aussi beau à voir jouer offensivement, ça faisait longtemps. Donc non, non, moi je suis plutôt Bon, content. t'as quand même Jalen Brunson depuis 2 ans. Oui, 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 C'est pas mais pareil, c'est c'est pas pas la même pareil, je te chose. jure, Ouais, c'est je pas suis, pareil. je Non, suis non, non. totalement d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Donc non, non, franchement, c'est un vrai plaisir et comme on l'a pas mal souligné dans le podcast, c'est que on voit que ça s'améliore match après match et avoir cette sensation de progression constante, c'est plutôt plaisant, quoi. Allez, content parce que OG Anunoby, Ouais. franchement, le début de saison qu'il fait, lui, oh. Enfin, que ce soit sur la réussite au tir, que ce soit sur la défense, enfin, comme d'habitude, c'est, il me surprendra toujours. Et puis ouais, non, effectivement, la beauté de Karl Anthony Towns, parce que Jalen Brunson, c'est efficace, mais c'est efficace dans un style qui a l'air totalement inefficace et qui est un peu frustrant. Tu te dis, mais ça ne devrait pas rentrer, ça fait 2 ans qu'il est en surchauffe. Au moins, Karl Anthony Towns, ça fonctionne et on comprend pourquoi ça fonctionne et c'est super beau à voir jouer. Le deuxième élément sur lequel je voulais vous questionner, c'est plus général, mais Karl Anthony Towns est un joueur à fort compromis. On l'a vu et on le voit encore, et puis vous l'avez bien expliqué, la partie défense-attaque. Et c'est un joueur, si on prend le cursus de sa carrière, probablement parce que il donne cette impression de potentiel offensif suffisamment important autour duquel on a toujours construit. Donc les Wolves ont construit dans un premier temps autour de lui en essayant différentes choses. Ça s'est terminé avec Rudy Gobert où ça a été la pièce finale en se disant bon en fait il n'est pas du tout viable en défense. Et donc on est bien obligé de rajouter un top défenseur. Ma, ma question c'est moi je trouve qu'on a l'impression que les Knicks se dirigent vers une équipe qui est plutôt profilée pour Karl Anthony Towns que pour Jalen Brunson dans les formes de jeu et je trouve que FD juste avant t'as bien expliqué pourquoi c'est intéressant. Mais est-ce que pour vous une équipe qui construit son jeu autour du potentiel offensif de Karl Anthony Towns avec les compromis qu'il implique peut aller chercher le titre puisque c'est quand même tout l'enjeu de cette équipe quoi. Bah, pour l'instant, c'est dur à définir. Mais ce que je veux dire, c'est que Karl Anthony Towns, il a jamais eu un tel effectif offensif autour de lui. Donc là, on va pouvoir voir jusqu'à où on pousse le compromis offensif. Parce que le souci des quelques années de Minnesota, c'était que oui, il y avait un bon compromis offensif, euh,
Mais par contre, il provoquait, un compromis défensif, mais offensivement, il n'avait pas non plus les forces en présence qui lui permettaient de viser le haut des attaques NBA. Là, ils vont être, alors je sais pas à quel niveau ils vont finir défensivement ou offensivement, mais on a une équipe qui penche pour finir sur le podium des attaques et qui penche pour finir dans le dernier tiers des défenses. Je sais pas si ça fonctionnera, mais s'il y a bien un moment où ça doit fonctionner pour une équipe autour de Karl Anthony Towns, c'est maintenant, quoi. FD, comment tu le sens, toi? Bah, l'épreuve du temps te donne raison, Benjos, parce que j'ai bien l'impression que toi tu dirais que non. L'épreuve du temps te dit raison que bah, pour l'instant ça n'a pas été fait. Mais voilà, c'est le pari que les Knicks ont fait. Je pense qu'il faut réfléchir un peu en termes de match-up et se dire voilà, face à Cleveland, face à Boston, même avant de penser aux autres tarés de la conférence Ouest. euh, quel est le profil que tu préfères le plus? Une équipe offensive qui peut mettre 120, 125 points sur un match de playoff, mais qui du coup a des compromis en défense. Mais tu as quand même des moyens d'être viable en défense par séquence si tu veux remettre Mitchell Robinson, si tu veux sortir Jalen Brunson, mais bon, après l'attaque est pas très belle. Donc j'aurais tendance à dire oui, c'est possible. On a déjà vu des très bonnes attaques et des mauvaises défenses aller gagner des titres. Ce mythe que c'est l'attaque gagne des matchs et la défense gagne des championnats, c'est un mythe. Voilà, ça a déjà été. Des équipes ont déjà gagné avec des défenses moyennes. Donc voilà, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et puis, Mais d'autant que ce qu'on peut ajouter, FD, dans le prolongement de ce que tu dis, c'est que cette équipe, elle est. Enfin, moi, j'ai quand même la sensation qu'elle est construite dans un premier temps pour Boston. C'est-à-dire que les problématiques structurelles des Knicks que vous avez évoquées défensivement, logiquement, contre Boston, elles devraient un peu moins se voir. Boston n'est pas une top équipe de pick and roll et c'est pas une top équipe d'attaque de cercle. C'est les deux points sur lesquels il faut insister contre les Knicks. Et je pense que l'idée, c'était plutôt de pouvoir être en capacité d'attaquer Boston. Parce on a beaucoup parlé l'année dernière de l'attaque de Boston, mais le vrai problème, c'est qu'elle était surtout très très compliquée à attaquer, cette équipe. Et donc, avec le spacing un peu maximal, tu te permets de pouvoir les attaquer et tu considères que sur le style de jeu de Boston, qui est très autonome, bah, la qualité de tes défenseurs extérieurs permettra de survivre, je pense. Et effectivement, dans le cadre du match-up de Boston, c'est plutôt pas mal. Je pense que les Knicks sont très contents de voir que les Bucks et les Sixers se ramassent la gueule sur ce début de saison, parce que là, pour le coup, le profil était pas très très bon. Le profil d'équipe était pas très très bon pour pouvoir les affronter. Et ça met en tout cas en évidence l'élément que tu viens de dire en FD, c'est que tout est une question de match-up et qu'à un moment donné, ton run de playoff est aussi dépendant des match-ups que tu rencontres durant ton run de playoff, quoi. Donc effectivement, c'est tout l'intérêt de faire des choix un peu forts et pas de faire des équipes passe-partout. Est-ce que vous voyez des dernières choses à dire, messieurs, avant qu'on conclue ce podcast? Je vois FD qui me fait des signes de non et Ben qui me fait des signes de non également. Et ben, écoutez, on espère que l'écoute de ce podcast sera agréable parce que ça n'a pas été simple à enregistrer. Discord a fait des siennes. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!